Joël Lebon, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous venez de faire une présentation. Oui. C'est quoi le marketing, hein? C'est une grande question, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser, parce que si on ne se la pose pas, on n'a pas la réponse, alors on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du business. Le marketing, c'est... peut-être on peut le positionner de cette manière. C'est quoi le métier d'un VP en marketing pour une entreprise? Eh bien, son métier, c'est d'emmener le marché qui est à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, de l'expliquer à tout le monde, d'aligner la stratégie pour retourner après à l'extérieur de l'entreprise sur le marché. Donc le marketing, c'est la capacité à faire rentrer l'entreprise, les clients, la connaissance dans l'entreprise, la connaissance des clients, expliquer ce qu'on doit faire au niveau des produits, au niveau de la publicité, et repartir après sur le marché en ayant choisi les bons clients, parce qu'on a bien compris leurs besoins, pour leur apporter des solutions à ce qu'on a trouvé être des problèmes que l'on pouvait résoudre. Mais quelle est la définition d'un produit? Alors, ça c'est une question très importante, parce que d'ailleurs, le VP de marketing, il va avoir sous ses ordres des chefs de produits. Donc, c'est quand même important de savoir ce que fait un chef de produit. En fait, finalement, quand on y réfléchit, un produit n'a rien d'autre qu'un ensemble de perceptions. Mais si ces perceptions existent, ça veut dire que moi, entreprise, marketeur, j'ai été capable de mettre des choses très tangibles pour que vous vous dites, oui, ce produit, c'est le bon produit pour moi. Je vais prendre un exemple. Pour pouvoir communiquer, on a besoin d'écrire. Pour pouvoir écrire, on a besoin d'un stylo. Mais vous pouvez écrire avec un stylo à 3 roupies, ou vous pouvez écrire avec un stylo à 30 000 roupies. Vous allez faire la même chose, écrire, mais avec deux produits à deux prix différents. Ben, le stylo à 3 roupies, que ce soit un stylo en plastique, bille par exemple, il a un positionnement différent que le stylo à 30 000 roupies, que ce soit un stylo Montblanc, parce qu'il va y avoir des perceptions sur lesquelles je vais jouer. Ils remplissent la même fonction, mais le Montblanc, il va être noir, mais il va être en plastique aussi, mais il va être noir. Il va avoir des bouts dorés, il va avoir un certain poids. Je vais mettre tout ça dans le produit pour que vous ayez la perception que c'est un stylo haut de gamme, pour que vous acceptez de payer ici 30 000 roupies. Mais qu'est-ce qui fait que ce stylo de Montblanc, qui va faire la même chose au final? Et au final, Écrire, oui. C'est du papier blanc. Oui. Pourquoi il a autant de valeur pour être à 30 000 roupies Voilà. que ce bic? L'encre pourrait être la même, la bille pourrait être la même, mais qui se vend à 3 roupies. Parce que dans l'écriture, il y a d'autres choses sur lesquelles je peux travailler pour vous faire considérer qu'au-delà du stylo, il y a une valeur à faire attention à l'écriture. Derrière ça, il y a la littérature, derrière ça, il y a l'échange, derrière ça, il y a la belle écriture. Et donc, vous faire penser qu'un stylo à 30 000 roupies est plus important, c'est aussi vous rendre important par rapport à votre regard sur vous-même dans la relation que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'écriture. Mais aussi, ce sont généralement les stylos comme ça que l'on va offrir aux autres. Vous n'allez pas offrir un stylo à 3 roupies en plastique comme un cadeau. Donc, il y a la fonction symbolique, au-delà de la fonction même du produit, qui rentre en ligne de compte, mais qui veut bien dire que, in fine, si je ne fais pas attention aux perceptions qui sont partie prenante de l'ensemble du périmètre du produit, alors je ne peux pas créer un stylo haut de gamme. Par contre, grâce au marketing, si je prends en compte la fonction symbolique, je peux créer un stylo de gamme, augmenter la valeur de mon stylo et avoir Consigny, à Port-Louis, qui vend des stylos de gamme à des Mauriciens et des touristes très heureux de pouvoir les acheter là, d'écrire avec eux et de les offrir. Est-ce que le fait de posséder un Montblanc, d'avoir une très belle voiture, on parle de Mercedes, vous avez parlé de BMW, est-ce que ça aide une personne, son statut? C'est-à-dire, vous n'allez pas signer un contrat avec votre big, vous allez au moins aller avec quelque chose qui soit un petit peu plus... Par exemple, ben oui. Ben, en tout cas, si on y croit, c'est que ça aide. Et quelque part, nous sommes pétris de nos propres croyances. Et si ça aide à mieux vivre, et qu'on travaille dur pour pouvoir se les payer, et que ça nous rend heureux, ce n'est pas un mal. Maintenant, ça peut devenir problématique si on ne croit qu'à ça pour y trouver sa raison d'être. Il y a tellement d'autres choses qui ont un prix inestimable sans avoir de prix, justement parce qu'elles sont plus importantes pour le tout un chacun.
N'empêche que pour des entreprises, leur seule manière de créer de la valeur et d'ajouter de la valeur, c'est d'utiliser en fait le marketing pour démontrer autour de ces perceptions un certain nombre de croyances qui sont importantes pour tout un chacun de les avoir, pour se sentir unique dans ce monde parfois, on va dire, parfois si incertain. Quel est l'apport du storytelling là? Là, j'ai vu que Apple est en train de se servir des gros stores pour... Ça vient de sortir, je parle un peu d'actualité. Oui. Ces nouveaux produits, on va offrir Vinted, on va... Les stores qui sont à la mode chez les jeunes. Est-ce que ça, c'est un produit marketing qu'ils ont sorti, le Apple TV Code, ou bien il y avait un besoin pour ça? Alors, la question c'est, est-ce qu'on est toujours au courant de ses propres besoins? Donc, est-ce qu'il y avait un besoin pour ça? Ou est-ce que les besoins peuvent être créés par les entreprises? Moi, je pense qu'on n'est jamais conscient totalement de ses propres besoins. Parce qu'il y a différents types de besoins. Mais par exemple, on peut avoir conscience qu'on a besoin de la musique et du divertissement, parce que dans la musique, il y a les émotions. Et les émotions, c'est très important dans la vie. On a parlé de littérature, on peut parler de musique. Mais ça, c'est un besoin générique, c'est-à-dire le besoin de se divertir et de se cultiver et de grandir. Mais accéder à la musique va passer par ce que l'on appelle un besoin dérivé. Je peux accéder à la musique grâce à un 45 tours. Seulement aujourd'hui, je ne les trouve plus. Alors c'est pas grave, je vais accéder à la musique grâce à une cassette. Seulement aujourd'hui, je ne la trouve plus. Mais je peux accéder à la musique à un CD. Seulement aujourd'hui, ça devient difficile. Ou je peux accéder à la musique via une musique digitalisée sur mon téléphone, qui veut dire que maintenant, les besoins sont finalement des solutions technologiques qui rendent l'accès à la musique différent, plus intense. Parce que je peux avoir, par exemple, Spotify sur mon téléphone et accéder à des playlists que jamais j'aurais pu avoir et compiler pour moi-même avant parce que je n'aurais pas eu les moyens de créer ma bibliothèque musicale. Donc, et après, moi, ça me rend encore plus entrain à écouter certaines musiques auxquelles je n'aurais pas pu accéder avant. Donc, moi, je pense que ces technologies rentrent en résonance avec nous pour nous donner plus de potentiel. Et in fine, en faisant attention aussi de ne pas s'oublier dans les technologies, elles nous permettent quelque part parfois de mieux nous connecter avec nous-mêmes. Vous écoutez quoi comme musique? Beaucoup de choses. Ça veut dire vous êtes abonné à... Vous n'avez pas de 33 tours ou une grosse collection de compas-disques, donc vous vous servez de ces plateformes pour pouvoir écouter de... Bien sûr. Je vais sur YouTube. L'une de mes chansons préférées, c'est La Rivière Tamier. Pourquoi? Parce que mes parents l'ont chanté quand j'étais petit. Quand vous dites que vous étiez à Houston, je pensais plus que vous étiez un peu plus texan, Texas A&M, un peu plus la musique. Ça va, vous j'aime bien la country music. Mais il y a sur YouTube tous les ans le festival du Sega que je regarde et je me délecte d'écouter les Sega mauriciens que j'adore parce que ça fait partie de ma culture. Je suis un Mauricien de sang, de cœur, de culture. Donc vous êtes tout le temps connecté à travers les réseaux sociaux. Peut-être vous avez expliqué, vous avez des enfants. Mais bien sûr. Moi-même, je suis grand-père. Ah, oui. Donc les enfants, c'est maintenant, ce sont des moyens de communication qu'on n'avait pas à l'époque. Que vous n'avez pas avec vos parents, vous. Exactement. Et maintenant, donc, je vis aux États-Unis, mes parents vivent en France et ma sœur vit à Singapour. Et pourtant, on sait tous ce qui se passe grâce justement à WhatsApp, grâce à Skype. On arrive à connecter et à communiquer, à connecter nos émotions. Et finalement à faire plus de choses qu'on ne pouvait pas. Avant, il fallait prendre l'avion. Bon, on va avoir une réponse dans un mois. Exactement. Et maintenant, on envoie un email, mais même les emails. Même les emails, est-ce qu'il y a un cycle de vie? On a parlé du 45 tours qui faisait plaisir de vos parents, de nos parents. Oui. Nous sommes passés à l'âge du CD, nos enfants sont sur YouTube, ils sont sur du MP3, MP4. Oui. Est-ce que chaque produit a un cycle de vie? Après, peut-être de côté fashion, il va retourner, après il va redisparaître. Alors, en fait, ce qui est un cycle de vie, c'est le besoin dérivé. Donc, il y a deux types de besoins, le besoin générique et le besoin dérivé. Un besoin générique, c'est j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de me déplacer. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de me cultiver, me divertir. Le besoin dérivé, c'est j'ai besoin du. J'ai besoin de manger, j'ai besoin du hamburger du coin. J'ai besoin de boire, j'ai besoin du Coca-Cola ou du Esquiver et blanc.
que je peux acheter à la tabagie. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin du téléphone ou j'ai besoin d'Internet. Donc, en fait, tous ces produits qui sont dans j'ai besoin du ne sont que des besoins dérivés. Les technologies, les produits sont finalement des solutions technologiques du moment. Et à partir du moment où quelqu'un va trouver une meilleure façon de satisfaire le besoin générique de manger, de communiquer, de se déplacer d'une manière plus efficace, ben, le produit va disparaître. Le produit va disparaître. Pourquoi? Parce que le besoin générique ne va jamais disparaître, mais le besoin dérivé va être plus efficace et moins coûteux, et donc il va remplacer l'autre. On parle toujours de produits. Qu'est-ce qui fait une personne est un geek? Disons, on parlait d'une marque de portable. Oui. Pourquoi cette personne-là, chaque fois qu'il y a Oui. un nouveau produit, Oui. il prend l'ancien? Peut-être il y a deux petits trucs qui sont Oui. en plus, peut-être identification, pouce, Oui. tout ce qui se fait maintenant au niveau du AI. Pourquoi il bouge tout le temps? Parce que je connais des personnes, mais l'année dernière, je le vois avec un modèle d'une Oui. marque, et la marque vient de choisir Oui. de mettre en vente un nouveau produit. Il a dépensé autant. Qu'est-ce qui fait que Bon. on a autant besoin? Bon. Quand je parle du besoin, Ouais. besoin de ça. J'aime bien Elvis Presley aussi. Ah oui. Hein? Et ben à chaque fois qu'il sortait une nouvelle chanson, il fallait que j'écoute cette nouvelle chanson. Quel est le besoin? Ben, de savoir ce qu'il avait inventé de nouveau. Parce que même si je continuais d'écouter les autres, eh ben, et je suis content qu'il a sorti à un moment donné In the Ghetto. Oui. Parce que c'est devenu... Et puis après, il en a sorti d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans un cycle... C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais en fait, il existe un troisième besoin pour l'homme. C'est le besoin de stimulation. Dans nos vies, on a un besoin énorme, après le besoin générique dérivé, d'être stimulé, parce que sinon on s'ennuie. Et si on s'ennuie, on ne trouve pas de raison d'être, on ne trouve pas de raison d'être là, on ne trouve pas de sens. Et donc on a besoin de se stimuler. Et l'intérêt pour ces nouveaux produits stimule notre intérêt. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Pourquoi le mot bagatelle est intéressant, est important à Maurice? Parce que les gens ont besoin d'être stimulés constamment et de se divertir, et de voir les nouveautés, et d'être en phase avec le monde qui évolue. Donc les nouveaux produits et leur adoption donnent ce sentiment d'être en phase avec le monde qui évolue. Et en plus, parfois, ça peut améliorer la vie. Donc, in fine, si ça nous rend heureux, moi ce que je dis, soyez heureux. Pourquoi on est heureux quand on associe sa vie avec une marque? Disons, on va prendre quelque chose. Allez, disons Philips. Vous êtes Mauricien, vous connaissez que Philips est là depuis vos... Peut-être Ben vos oui. arrière-parents. Les grands-parents, ils sont là. Ah oui. Mais pourquoi parfois on dit, bon, il y a tellement de produits qui sont plus ou moins pareils, mais on va se cantonner à cette marque. C'est une question de confiance? Ou c'est, comme vous disiez tout à l'heure là, c'est dans la mémoire longue distance que ça se joue. Oui. Maman prenait Exactement. Philips. Oui. Oui. Je continue Oui. la tradition. Oui, alors ça peut faire partie de ça. D'ailleurs, si on parle de Philips, si on parle d'autres marques, d'audio, bien sûr, d'audio, on parle forcément de Damou pour lui. Hein, si on Damou, parle- voilà, on va prendre un matériel de musique chez Damou. Exactement. Ah, il est là. Exactement. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que hier, je suis passé le voir. Je suis passé devant son magasin, j'ai vu Damou, je suis rentré, on a parlé de mon papa. Je connais très bien mon papa, ils se connaissent très bien. On a parlé de son fils, on a parlé de ce qu'il fait. Et voilà, Damou, c'est l'histoire de la musique quelque part dans notre culture. Donc la question que vous posez, elle appelle une définition. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Et pourquoi la marque Philips? Une marque, c'est un réseau d'associations. Et ces associations, elles doivent être favorables, positives et fortes. Si je vous dis par exemple Coca-Cola, tout de suite vous allez penser à un certain nombre de choses. Le fait que Le Père Noël. le Père Noël, voilà. C'est le Père Noël. Voilà, le Père Noël, l'ours polaire, les glaçons, la fraîcheur, la vie en famille, peut-être aussi le Briani. Voilà, exactement. Voilà. Et pourtant j'ai dit que Coca-Cola. Mais d'un seul coup, il y a des associations qui se sont créées. Et bien quand je dis Philips, il y a des associations qui se sont créées. Et ça peut être aussi des associations familiales,
au fait que votre contact avec la musique est passé à travers Philips. Mais Philips a inventé aussi beaucoup de choses dans le milieu de l'acoustique, qui fait que ces associations favorables, uniques et fortes sont fortement imprégnées dans l'esprit des gens pour donner de la préférence à la marque. Maintenant, Philips a aussi été un petit peu bousculé par d'autres marques qui ont créé de meilleures associations sur des nouvelles générations, parce qu'il faut bien faire attention. Je vais prendre par exemple la télévision Triniton 4 carré en fait, écran plat. Ben, elle a un peu disparu, alors que c'était la télévision qu'il fallait avoir à l'époque. Et Sony a inventé beaucoup de choses. Donc il faut bien faire attention. Un produit sans marque est un produit qui n'existe pas. Mais une marque qui n'a pas cette fonction, on va dire, de résonance symbolique avec le client, va aussi disparaître et va être remplacée par une autre marque. Donc les marques, elles existent et elles meurent si on n'y fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'elles développent des personnalités. Et la personnalité des marques, elle est très importante et il faut y attacher du travail, de l'importance pour faire en sorte qu'elle continue d'exister dans l'esprit des gens, dans la mémoire des gens sur le long terme, sinon elles s'en vont. Pour vous, chose très intéressante, vous venez de dire, Joël, personnalité des marques. Quelle est la marque qui a la plus de personnalité selon vous? Vous? Pourquoi moi? Moi? Eux? Nous? Nous sommes une marque. Une marque va avoir de la personnalité intéressante si elle résonne avec vous. Aujourd'hui, en plus dans le monde digital, nous sommes tous des marques. D'ailleurs, par exemple, LinkedIn n'est pas votre CV en ligne. Non. LinkedIn est votre réputation digitale. Donc vous êtes une marque. Et à partir du moment où vous reconnaissez que toutes les marques doivent avoir de la personnalité, c'est très important de faire attention à votre personnalité et de la cultiver dans le bon sens. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a des marques, pour revenir aux produits, mais je voulais quand même dire que nous sommes tous des marques. Parce que nous avons tous des personnalités. Et si je dis Stéphane Buckland, on pense à des choses autour de sa personnalité. Voilà. Et d'un seul coup, ça devient une marque. Mais c'est aussi une personne. Mais ce qu'on a fait en marketing, c'est que pour rendre les marques plus attachantes, on leur a donné des personnalités. Pour que les personnes se sentent connectées aux marques grâce au fait qu'on se connecte plus facilement aux personnes parce qu'elles ont une personnalité, attachante ou pas. Et alors, les marques ont développé des personnalités intéressantes, et même si parfois on peut les critiquer par rapport aux produits qu'elles ont vendus, ben ça va être Marlboro. Ils ont développé une personnalité intéressante autour du cow-boy. Ça va être l'oncle Benz, une personnalité intéressante. De marque, ça va être la mère Denis pour les lave-linges vedettes. Et ce sont des vieilles marques qui sont toujours là dans l'esprit des gens. Apple aussi a quand même beaucoup été développé grâce à la personnalité de Steve Jobs qui était dans l'innovation permanente, et donc c'est une marque intéressante qui in fine n'est pas une marque de téléphone, qui est une marque en fait de connexion au monde extérieur et de design, et qui a une personnalité extrêmement moderne, innovatrice, que l'on veut s'approprier parce qu'elle correspond à peut-être là où on veut être. Ici à moi j'ai l'impression que peut-être quelques deux produits, la marque devient le produit. Oui. À votre époque, je ne pense pas qu'on disait on va acheter un réfrigérateur, on va acheter un frigidaire. Oui. Comment ça s'explique? Comment vous êtes spécialiste de marketing? Vous tirez quelqu'un qui veut vendre une marque à Maurice, on va aller dans un... C'est un concept très important en marketing et qui est lié à un concept d'innovation. On parle en fait de deux choses là. C'est la problématique de l'innovation radicale. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation radicale? Une innovation radicale, c'est une innovation qui va apporter un nouveau produit dans un nouveau contexte d'utilisation pour des nouveaux besoins qui n'ont pas été satisfaits avant. Qui fait que c'est tellement difficile d'apporter un nouveau produit dans un nouveau contexte, pour une nouvelle utilisation, pour satisfaire un nouveau besoin, qu'avant de faire ça, je vais être obligé de créer dans votre tête une catégorie qui va être la catégorie de ce produit, où vous allez vous dire, quand ce produit arrive sur le marché, ah oui, je sais maintenant, c'est un nouveau frigidaire. Mais Frigidaire, qui a inventé un certain nombre de choses, a créé la catégorie frigidaire, qui fait que maintenant, quand on regarde les réfrigérateurs,
on pense à la catégorie qui a été créée, et on appelle tout le monde de cette catégorie, parce qu'ils ont créé aussi au départ la catégorie. On peut dire la même chose de Kleenex, on peut dire la même chose de l'espace. Parce qu'ils ont créé et avant la catégorie, c'était très difficile de vendre une espace avant. Pourquoi? Parce qu'on était sur le segment des véhicules utilitaires. Et moi, j'arrive avec un espace, cette catégorie n'existe pas, et vous dites, mais pourquoi je vais acheter une voiture qui ressemble à un véhicule utilitaire? Donc je dois vous faire comprendre que ce n'est pas un véhicule utilitaire, c'est un véhicule familial. Donc pour une nouvelle façon de se mouvoir en famille, avec de nouveaux bénéfices, pour en fait profiter de la voiture différemment. Et si ceci existe, alors l'espace devient le cœur de la catégorie et toutes les voitures qui lui ressemblent s'appellent espace. Dans votre tête, parce que ce produit est devenu la catégorie, ou s'appelle frigidaire, ou s'appelle Kleenex. Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir.